Après le drame du Drac qui avait fait 7 morts, 3 responsables d'EDF et l'institutrice rescapée condamnés à des peines de prison avec sursis. La rentrée à l'Assemblée, au menu, le projet de loi sur l'emploi des jeunes. Après la visite du secrétaire d'État américain à Jérusalem, les dirigeants israéliens font quelques gestes de bonne volonté à destination des Palestiniens. Invitée du journal, Jodie Foster, héroïne du film Contact, une passionnée d'astronomie qui part à la rencontre d'une civilisation d'extraterrestres et qui revient nous voir pour notre plus grand plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. En décembre 1995, 6 enfants et leur accompagnatrice étaient morts noyés, emportés par les flots du Drac à la suite d'un lâcher d'eau d'un barrage EDF. Le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné aujourd'hui à 1 an de prison avec sursis 3 responsables d'Électricité de France. L'institutrice rescapée a été condamnée à 18 mois de prison, toujours avec sursis. Sur place, Benoît Gadret, Thierry Simonet, qui ont recueilli les réactions des familles des victimes. Il vient d'entendre le jugement et sa déception est à la mesure de sa peine. Alors pour réagir avant les mots, c'est une image qu'il donne à voir, celle de son fils, mort dans le Drac. Le procureur avait mis en avant une chaîne de responsabilité, le tribunal n'a retenu que quelques maillons. Il a relaxé 3 des 7 prévenus, la directrice de l'école et les 2 inspectrices de l'éducation nationale, pour lesquelles 10 mois de prison avec sursis avaient été requis. Les enfants sont morts en sortie scolaire. Ils sont sortis de l'école pour aller visiter un site, ils sont morts sur ce site. Comment vous voulez que l'éducation nationale n'ait pas un rôle important? S'il a relaxé la hiérarchie, le tribunal n'a pas épargné l'institutrice, aujourd'hui absente. 18 mois de prison avec sursis, la plus lourde peine, pour avoir conduit les enfants au pied du barrage sans garantie de sécurité. C'est une personne extrêmement sensible et qui est donc doublement traumatisée aujourd'hui parce que le message qu'on lui délivre, c'est quand même vous avez quelque part une responsabilité dans ce qui est survenu, alors qu'elle a vraiment l'impression d'être victime. Autre prévenu condamné, les 3 agents d'EDF. 12 mois de prison avec sursis, le procureur avait requis 2 ans pour avoir ouvert le barrage sans avertissement ni précaution. Les agents, les cadres de l'Électricité de France n'admettent pas de devoir supporter seuls la charge d'un débat qui est un débat de société, dont ils n'ont pas de prise, auquel ils n'ont pas de prise, et qui incombe au pouvoir public de régler, à savoir l'organisation de la fréquentation dans les rivières à l'aval des ouvrages hydroélectriques. C'est pourquoi, comme les familles, les agents d'EDF feront appel. La catastrophe du Drac fera donc l'objet d'un nouveau procès dans quelques mois. C'est assez inquiétant. Une étude mise en œuvre par le ministère de l'Agriculture conclut à la présence de dioxine dans de nombreux laits et produits laitiers. Issue de l'incinération des déchets, la dioxine est une substance toxique considérée comme cancérogène. Précision Jean-Yves Perrin. Même à quantité infinitésimale, tout incinérateur de déchets, ménagers ou industriels, produit des dioxines. Les usines sidérurgiques, elles aussi, en émettent dans l'atmosphère. Plus lourdes que l'air, les dioxines se répandent dans les prairies et les cultures fourragères, sont absorbées par les vaches qui pèsent à proximité et se concentrent dans les graisses du lait. Voilà pourquoi les taux les plus élevés se trouvent en Seine-Maritime, dans le Nord et le Pas-de-Calais, 3 départements qui ont en commun une forte industrialisation et une grosse production laitière. Mais pas d'inquiétude pour autant. La plus forte valeur constatée dans des desserts lactés produits dans le Nord est très inférieure à 5 millièmes de milliardièmes de grammes de dioxine par gramme de matière grasse. C'est la valeur qui déclenche en Europe le retrait de la commercialisation des produits laitiers incriminés. Malgré tout, au vu des résultats de l'étude, le ministère de l'Environnement a renforcé dès le 30 mai dernier ses contrôles sur les 130 incinérateurs français qui traitent plus de 6 tonnes de déchets par heure. Dernier point relevé par les autorités, la seule dioxine classée cancérigène, celle de Seveso, ne représente qu'une très faible partie de la quantité totale de dioxine dans les produits laitiers. Près de La Hague, dans la Manche, 2 fûts de déchets nucléaires ont été retrouvés par des plongeurs de Greenpeace à 250 mètres d'une plage publique. Le ministre de l'Environnement a demandé aux services compétents de faire toute la lumière. José Blanc-Lapierre. Les travaux de détartrage du tuyau de La Hague ont été faits en dépit du bon sens, c'est ce qu'affirment les écologistes de Greenpeace. Il y a d'abord eu les 50 kilos de tartre échappés de la canalisation au cours des travaux. Puis cette découverte, à 200 mètres du rivage et par 6 mètres de fond, d'un bout de tuyau et de 2 fûts radioactifs qui émettent, d'après les écologistes, de dangereuses radiations. Rien de plus normal pourtant, selon les responsables du chantier. Il n'y a pas de risque, puisque c'est les opérations telles qu'elles ont été présentées aux autorités de sûreté, consistent
à ramener ces fûts au voisinage de la terre, puis de les ramener à terre pour être conditionnés. Donc l'analyse de sûreté a été faite ainsi et il n'y a pas de risque dans ce type d'opération. Ici, les 5 km de canalisation sous-marine découpés en 3 tronçons. À chaque intersection, un chantier avec du matériel et des outils stockés dans des fûts. Des bateaux remontent l'outillage à la surface et l'entreposent dans une zone intermédiaire. Voilà les modalités du chantier de détartrage. Ces fûts contiennent également le tartre radioactif qui a fui en mer et qui aurait été récupéré à l'aide d'un aspirateur, selon les responsables de la COGEMA. Il y aurait en tout quelques dizaines de conteneurs de déchets irradiés. Tous seront remontés à terre et stockés en lieu sûr d'ici 3 semaines au plus tard. La COGEMA s'y est engagée. À la demande de Dominique Voynet, ministre de l'Environnement, le chantier sous-marin de La Hague sera inspecté mardi. À Lille, à la mi-journée, plusieurs milliers de personnes ont été évacuées de magasins ou encore d'immeubles de bureaux du centre Euralille à la suite de vibrations d'origine indéterminée. Ce quartier a été bouclé, la circulation du métro interrompue vers 13 h. L'alerte a donc été levée 3 heures plus tard après un examen des lieux et des structures par les pompiers qui n'ont rien décelé d'anormal. Vous l'avez vu, le maire de Lille, Pierre Mauroy, a visité les lieux. Il a commenté en affirmant que c'était un phénomène qui restait tout à fait inexpliqué. 10 jours après, les enfants, les députés ont repris le chemin des bancs de l'Assemblée nationale. Pas de hors-d'œuvre, mais tout de suite le plat de résistance, le projet gouvernemental sur l'emploi des jeunes, projet défendu par Martine Aubry. Sur place, au Palais Bourbon, Jean-Baptiste Prédali, Borny Merriot. Si nous ne tentons rien pour le chômage, on n'y arrivera jamais. Je ne dis pas qu'il faut pas. C'est le premier débat. Il y a quelque chose d'affectif dans ce problème du chômage aujourd'hui. Votez contre, je dis que c'est une erreur politique. Dialogue de rentrée dans les couloirs de l'Assemblée nationale ou les embarras de l'opposition. Car la session extraordinaire a commencé sur les chapeaux de roue et sur un texte symbole, l'emploi des jeunes. Pour le Parti socialiste et le gouvernement, une façon de marquer les priorités et de cimenter la majorité. Nous pensons que c'est un bon projet, il faudra tout mettre en œuvre pour qu'il réussisse. L'idée étant que les emplois pour les jeunes puissent être des emplois durables. Les choses sont claires à gauche, à droite c'est plus confus. L'UDF est hostile, mais pas unanime. Je suis disponible. J'espère que ce sera un bon texte. Si c'est un bon texte, je le voterai. En montant à la tribune ce matin, Martine Aubry avait un souci quasi pédagogique. Expliquer son plan et le statut des 350 000 emplois jeunes. Les députés sont souvent aussi élus locaux. Ils vont appliquer le texte sur le terrain. Et pour le ministre de l'Emploi, il fallait aussi répondre aux critiques. Nous ne sommes pas en train de faire une fonction publique bis. Nous ne sommes pas en train de prévoir, même mieux payés, même plus longs, des emplois précaires. Nous sommes en train d'inventer les métiers de demain. La gauche a applaudi, la droite s'interroge toujours. Pour tout le monde, c'est une vraie rentrée, studieuse. Les députés et les ministres renouent dès ce soir avec les séances de nuit. Ce projet de loi, donc discuté depuis cet après-midi, vise à créer dans les 3 prochaines années 350 000 emplois jeunes dans le secteur public et associatif. Précision, Laurent Bailly. La première question des jeunes actuellement, ce serait plutôt à quoi correspondent ces emplois actuellement et quelles sont leurs natures? Réponse, il faudra se familiariser avec des termes comme agent d'environnement ou d'entretien, aides éducateurs, médiateurs du livre, adjoints de sécurité, agents locaux de médiation, aides à la réinsertion, bref, autant de nouvelles fonctions qui doivent répondre aux besoins de la collectivité. Et c'est l'État l'employeur pour devenir fonctionnaire? Non, ce n'est pas l'État qui embauche, mais les mairies, certains ministères, par le biais d'associations, les départements, les régions, les offices HLM, les mutuelles, ainsi que plusieurs entreprises publiques comme la Poste ou bien la SNCF. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut comme diplôme exactement. Aucun diplôme n'est obligatoire pour accéder à ces emplois jeunes, sauf pour 35 000 postes proposés par l'Éducation nationale où là, il faut avoir au moins le bac. En revanche, il faut avoir impérativement moins de 26 ans pour postuler ou moins de 30 ans si l'on n'a que très peu travaillé depuis la fin de ses études. Ces emplois seront payés combien exactement? Le minimum, ce sera le SMIC, dont l'État prendra à sa charge 80%, mais rien n'empêche l'employeur de payer au-delà du salaire minimum. J'aimerais savoir pour combien de temps on va être employé et si c'est des CDD ou des CDI.
Les contrats seront de droit privé. À durée déterminée, ils seront renouvelables tous les ans pendant 5 ans, mais l'employeur peut aussi décider d'embaucher le jeune à durée indéterminée. Où est-ce qu'il faut s'inscrire si on est intéressé par ces emplois? Le plus simple, c'est d'aller à la NPE, mais on peut aussi s'inscrire dans les mairies, les missions locales pour l'emploi, les rectorats pour l'éducation nationale, ou bien directement chez le futur employeur. Sollicités financièrement, la plupart des maires sont favorables à la création de ces emplois jeunes, même si la multiplication des plans successifs suscite parfois une certaine perplexité. Reportage à Tours, Sébastien Vibert, Frédéric Basile. Sandra a 25 ans. Après son bac professionnel de vendeuse, elle a fréquenté entre autres une parfumerie, une concession automobile et surtout la NPE. Il y a 8 mois, elle a trouvé un emploi. Hôtesse d'accueil. 5037 francs nets par mois, 30 heures par semaine. Il y a un petit peu de monde, mais il faut patienter. Je suis bien payée pour mon nombre d'heures, donc c'est vrai que c'est intéressant. À tous les niveaux, j'ai un petit garçon, ça me permet de m'occuper de mon fils, et c'est vrai que c'est bien. Pour moi, c'est bien. Sandra est en contrat de ville, 1 an, renouvelable chaque année pendant 5 ans. Ici, l'État paye 75%, la commune 25%. La commune qui lui finance aussi des heures de formation. J'espère obtenir quelque chose, au moins un concours, pendant les 5 ans. Durant mes 5 ans, ce qui fait qu'après, ça me permettrait de rester dans l'administration. Aujourd'hui, la commune emploie directement 5 jeunes sous ses contrats de ville. Si le plan Aubry est adopté, elle compte leur proposer de passer en contrat jeune, plus largement financé par l'État. Jean-Patrick Gilles, adjoint au maire chargé de l'emploi, reçoit chaque jour plus de 20 CV de jeunes diplômés, attirés par ces éventuels nouveaux contrats. Mais il compte aussi soutenir financièrement des jeunes moins qualifiés par le biais d'associations. J'ai choisi de garder une petite enveloppe qui permettra de créer des emplois avec les associations de ces quartiers, pour les jeunes de ces quartiers. Je pense à la régie de quartier, je pense à l'association qui s'occupe du transport des personnes handicapées, enfin des choses comme ça. La municipalité proche du gouvernement n'entend pas seulement être un employeur jouant habilement des subventions d'État. Elle compte aussi beaucoup sur les initiatives des habitants pour créer avec les associations entre 200 et 300 emplois sur 5 ans. Après l'armée de l'air, fin juillet, Lionel Jospin a rendu visite aujourd'hui à l'armée de terre, au camp de Canjuers, dans le Var. Un camp d'entraînement militaire le plus grand d'Europe, l'occasion pour le Premier ministre d'affirmer ses responsabilités en matière d'intervention de l'armée française hors de nos frontières. J'entends, a-t-il dit, j'entends veiller aux conditions d'engagement de nos unités sur les théâtres extérieurs. Une décision qui relève des plus hautes autorités de l'État, du président de la République donc, mais aussi du gouvernement. Dans un long entretien accordé à nos confrères du Monde, le Premier ministre précise qu'il consultera les responsables de tous les partis politiques dès le mois d'octobre sur le projet de limitation du cumul des mandats. Lionel Jospin revient également sur la démission du président d'Air France, Christian Blanc, en précisant qu'à ses yeux, la privatisation de cette compagnie n'a pas de sens, car aujourd'hui, dit-il, Air France n'est pas en état d'être vendue. Le Premier ministre révèle également la date de la conférence nationale sur les salaires et le temps de travail. Ça sera le 10 octobre. D'une manière plus générale, Lionel Jospin revient sur sa méthode, traiter les problèmes sans a priori idéologique, et puis Jean-Michel Carpentier, avec une volonté pédagogique tout à fait évidente. Oui, manifestement, le Premier ministre aime expliquer son action sans relâche. Il y a 15 jours, c'était le réalisme de gauche. La semaine dernière, il parlait d'équilibre. Et aujourd'hui, il évoque la souplesse dans la clarté. Des mots différents pour une même idée, avancer quand c'est possible et lorsque c'est difficile, ouvrir un débat et décider une fois que tout le monde a épuisé ses arguments. Une façon habile, comme dit François Bayrou, de concilier les belles promesses électorales et la dure réalité de tous les jours. Prenons 3 exemples. D'abord les salaires. Le gouvernement ne décidera de rien, patronat et salariés négocieront. Ensuite les 35 heures. Les payer 39 tout de suite serait, selon le Premier ministre, anti-économique, cela se fera donc sur 3 ans. Enfin, les privatisations, là encore, pas d'idéologie, s'il faut des capitaux privés, d'accord, mais à condition que l'État prenne ses précautions. Car c'est cela la méthode Jospin, ne pas trancher a priori, mais toujours se garder une marge de manœuvre pour prendre une décision politique au bon moment. D'où cette impression d'avancer sans trop heurter quiconque, et même en séduisant si l'on en croit les sondages. Et puis un jour, il y aura les résultats et les Français jugeront. Et puis Lionel Jospin a également demandé à son ministre de l'Éducation, Claude Allègre, de mettre un peu, c'est son terme, de polissage dans ses propos. Oui, Lionel Jospin demande à son ami Claude Allègre d'y aller mollo dans ses déclarations très musclées sur les enseignants, mais sans rien céder sur le fond, je cite le Premier ministre, les problèmes qu'a souligné Claude Allègre sont réels. Fin de citation.
Merci. Un rappel aux contribuables distraits, si vous en êtes, et plus précisément aux quelques 5 600 000 assujettis à l'impôt qui ne sont pas mensualisés. Le troisième tiers prévisionnel, c'est pour ce soir minuit, avant la pénalité de 10%. À l'étranger, au lendemain de la visite à Jérusalem du secrétaire d'État américain, les dirigeants israéliens ont fait toute une série de gestes de bonne volonté à destination des Palestiniens. Jérusalem a annoncé coup sur coup la levée d'une partie du blocus imposé aux territoires autonomes, le déblocage d'une partie des fonds de l'autorité palestinienne. Geste encore plus significatif, Benyamin Netanyahou a mis son veto à la mise en chantier d'une nouvelle colonie juive dans le quartier arabe de Jérusalem, provoquant une réaction très violente chez les colons extrémistes. Sur place pour France 2, Charles Anderlin. Les colons travaillent vite. Quelques heures après leur arrivée, la maison a pris l'aspect des implantations récentes de Jérusalem. Surveillance vidéo et beaucoup de sécurité. Car les nouveaux venus n'ont pas d'amis ici, en plein cœur du quartier musulman de Ras El Hamoud, à quelques centaines de mètres des mosquées, le troisième lieu saint de l'islam. Nous sommes persuadés que les esprits vont se calmer et que nous pourrons apporter notre contribution à l'unité de Jérusalem. Dans la maison, on reçoit de nombreux invités. Des députés israéliens de droite, des personnalités gouvernementales qui viennent féliciter les colons et promettent leur soutien pour très rapidement construire un grand quartier juif. Dehors, Faisal el-Husseini, le leader palestinien, est catastrophé. Le danger de cette implantation, c'est, dit-il, qu'elle remette en question l'ensemble des relations judéo-arabes à Jérusalem. Quelques Israéliens de gauche manifestent. Ils ne croient pas un mot de Benyamin Netanyahou qui affirme être opposé à cette initiative. Cela fait partie de l'offensive de Netanyahou pour mettre un terme au processus de paix, pour détruire l'autorité autonome palestinienne. C'est son objectif depuis son arrivée au pouvoir. Tout le reste n'est que duplicité et camouflage. Les Palestiniens craignent à présent la réalisation de 2 autres projets d'implantation sur le mont des Oliviers et un peu plus à l'est. Cela compléterait l'encerclement de la ville musulmane de Jérusalem par des implantations juives. Peut-être cette fois un très sérieux espoir de paix en Irlande du Nord avec l'ouverture aujourd'hui à Belfast de négociations sur l'avenir institutionnel de l'Ulster. Négociations inédites, pour ne pas dire historiques, car toutes les parties prenantes y sont pour la première fois invitées, à commencer par le Sinn Féin, la branche politique de l'IRA, qui a accepté de s'asseoir à la table des négociations. Commentaire Étienne Hénart. Le jour est venu de laisser derrière nous tous ces morts et toutes ces tragédies. Gerry Adams, le président du Sinn Féin, franchissant ce matin plein de bonnes résolutions les grilles du château de Stormont, l'image est une grande première. Depuis le 20 juillet dernier, le cessez-le-feu respecté de l'IRA offre au Sinn Féin pour la première fois une place à la table des négociations. Nous pensons que la logique, pour une petite île comme la nôtre de 5 millions d'habitants, c'est d'être unis et indépendantes, le Nord avec le Sud, toutes les communautés rassemblées. Cette exigence d'une Irlande unifiée, les catholiques la réclament tous les jours. Mais ni les dizaines de victimes dans un camp comme dans l'autre, ni les balles, ni les pierres n'ont jusqu'ici apporté de solution. Pour l'instant, le principal parti protestant réserve sa réponse pour entrer dans ces négociations de paix, mais l'heure est aux concessions, même si les unionistes n'entendent surtout pas céder sur l'essentiel. L'issue clé, c'est que dans les rapports Nord-Sud, nous n'acceptons jamais que le gouvernement du Sud impose sa volonté sur le Nord. Le gouvernement britannique veut lui passer en force et conclure ce numéro d'équilibriste par un référendum au mois de mai prochain. Pour la première fois en 28 ans de conflit, ces négociations de paix méritent donc enfin l'adjectif de multipartite. La voie est ouverte pour un règlement pacifique, mais l'on sent bien ici qu'une déclaration intempestive ou qu'un dérapage des paramilitaires peuvent très rapidement tout remettre en question. À Paris, 6 fils de harkis ont entamé hier leur 4e semaine de grève de la faim. Ces 6 grévistes de la faim, âgés de 28 à 38 ans, installés sur l'esplanade des Invalides, ont déjà perdu chacun une dizaine de kilos en moyenne. Après 35 ans d'exclusion et de ghetto, nous voulons que l'État nous rende notre dignité et répare le préjudice subi par la communauté harkie, a déclaré leur porte-parole. Véronique Gallion et Françoise Mazou ont enquêté dans un quartier de Montpellier où vivent une trentaine de familles harkies depuis la fin de la guerre d'Algérie.
Vous allez le constater, toutes les générations partagent le combat des grévistes de la faim. Son regard est resté là-bas, par-delà les photos jaunies. Histoire d'une vie en Algérie au service de la France. Ahmed Bellassène raconte qu'il a accroché son panneau tricolore face à sa porte d'entrée. C'est sa fierté. Jamais il n'a regretté son combat. Mais s'il se contente aujourd'hui de sa petite retraite, moins de 3 000 francs par mois, il voudrait pour sa famille une autre reconnaissance. Vous vous sentez comment? Français, musulman, algérien moi spécialement, je me sens tout à la fois, je veux dire. Je sais pas, je suis vraiment perdu. Je ne renie pas ce que mes parents ont fait, mais quelque part, ça me pèse. Oui, ça me pèse. Parce que bon, je me dis quand même, les frères de ma mère sont fait tuer et tout, et pour le remerciement, on n'a rien, quoi. Là-bas, on n'est pas chez nous, ici, on ne nous respecte pas vraiment. Qu'est-ce qu'on fait? On est perdu. Étrangers de peau, français de carte, les enfants de Harki voudraient bien que la vieille créance de guerre se paye aujourd'hui en emploi et en logement pour eux. Le combat des jeunes grévistes de la faim à Paris, par principe, ils le partagent. Et ces jeunes-là, s'ils sont là-bas, c'est pas pour le plaisir. C'est qu'il y a une dette, et cette dette, il faudra bien un jour ou l'autre que la France la paye. Même après des générations? Même après des générations. Les enfants des enfants grandissent ici avec le souvenir tenace de ces promesses non tenues. Toi, je parle de toi, tu as 16 ans, tu vas pas à 18 ans aller manifester en demandant au gouvernement, oui, je suis petit-fils de Harki, il faut qu'on m'assiste, il faut qu'on me donne un boulot, il faut qu'on me donne un appartement. Non, tu feras comme tout Français de souche. Mais sur les 28 familles Harki du quartier, 3 jeunes seulement ont trouvé un travail. Et tant que les enfants d'ici ne pourront prendre leur envol, perdurera sûrement longtemps l'impression d'une dette impayée. Toujours à Montpellier, le tribunal de grande instance a été paralysé aujourd'hui par une grève des avocats, solidaires des magistrats qui entendent ainsi protester contre le manque d'effectifs. Seules les affaires touchant à la liberté des personnes étaient en principe assurées par les avocats du pénal. Un exemple parmi d'autres illustre l'engorgement de ce tribunal. Sur 30 000 PV enregistrés en 1996, à peine 4 000 conducteurs ont été jugés. L'armée de l'air américaine a annoncé aujourd'hui la suspension de tous les vols de ses chasseurs bombardiers F-117, 53 au total. Dimanche, un appareil de ce type s'est écrasé en flammes lors d'une démonstration aérienne. C'est le 5e accident impliquant un F-117 dont chaque unité coûte la bagatelle d'environ 600 millions de francs. Jean-Claude Alenic. L'orgueil de l'US Air Force pendant la guerre du Golfe, le plus gros des bombardiers furtifs. Sur les radars ennemis, l'image du F-117 n'est pas plus grosse que celle d'une mouette. Démonstration de routine quand soudain, regardez, l'avion va se désarticuler en plein vol. On va le revoir sur ces images. C'est d'abord l'aile gauche qui va se briser. Désorienté, l'avion va tourner sur lui-même, puis va perdre une partie de son fuselage. Le pilote ne peut plus contrôler son appareil. Tout ce qu'il peut faire, c'est tenter de s'écarter de la foule du meeting avant de s'éjecter avec son parachute. Les débris de l'avion vont tomber sur 2 maisons, ne blessant que 4 personnes, presque un miracle, car le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Le pilote, lui, atterrira quelques minutes plus tard, sain et sauf. L'invulnérable F-117 n'est plus qu'une carcasse calcinée, ironie du sort, ce que Saddam Hussein n'avait jamais réussi à faire aurait été provoqué par une simple défaillance mécanique. En attendant les résultats définitifs de l'enquête, tous les F-117 ont été cloués au sol. L'accident pourra accélérer la retraite anticipée d'avions déjà vieux de 15 ans au profit du F-22, la toute nouvelle génération des avions furtifs américains. Nouveau sérieux souci pour les Russes, l'ordinateur central de la station orbitale Mir a une nouvelle fois manifesté une défaillance dimanche midi. Mais les responsables du vol assurent que les risques pour les cosmonautes n'outrepassent pas les critères russes. Je vous laisse méditer cette formulation un peu spéciale. 2 coupes-fins isomérides et pondérales sont retirés du marché par leur fabricant en France, le laboratoire Servier, une décision qui fait suite à celle de l'Agence du médicament de suspendre ces produits en raison d'une série de graves incidents cardiaques.
Les médecins réunis à Paris pour les traditionnels entretiens de Bichat ont eu aujourd'hui communication d'un réel progrès qui intéressera toutes les personnes souffrant de polyarthrite. Il ne s'agit pas d'un nouveau médicament, mais d'une intervention chirurgicale qui change complètement la vie des malades. Reportage Jean-Daniel Flézaquier, Bernard Puissosseau. Pianoter sur un clavier ou se servir de la souris, cela n'a rien d'exceptionnel pour la plupart d'entre eux. Pour Delphine, si, car il y a encore quelques mois, ces activités lui étaient impossibles. À cause de la polyarthrite dont elle souffre, sa main droite était toute recroquevillée au point de lui interdire les gestes les plus simples de la vie quotidienne. Je ne pouvais absolument pas enfiler un gant de toilette sur ma main droite. Maintenant, j'y arrive parfaitement. Avant, j'étais obligée de prendre la main gauche. Je n'arrivais pas, par exemple, à me passer de la crème sur le visage ou au niveau du maquillage. J'avais des difficultés pour me coiffer. Maintenant, ça va impeccable. Ce qui a changé la vie de Delphine, c'est une intervention chirurgicale sur sa main droite. Une opération pour remplacer les articulations détruites. Son index, par exemple, était quasiment sorti de l'articulation. Et le progrès, le voici, ce sont ces morceaux de plastique. Insérés dans chacun des os de part et d'autre de l'articulation, ils permettent de retrouver une mobilité quasiment normale en quelques semaines. Le grand progrès de ces dernières années, c'est l'apparition des prothèses articulaires sur toutes les articulations, sauf peut-être le poignet et la cheville qui sont encore des voies de recherche, c'est pas encore complètement au point. Mais toutes les articulations peuvent être remplacées. À ce moment-là, les patients n'ont plus mal, ont une articulation qui leur permet de retrouver une fonction et ça transforme la vie des patients. Delphine a retrouvé du travail depuis l'intervention. Son seul problème, c'est qu'elle n'a plus aucune excuse pour échapper à la corvée de sortie du chien. Le saviez-vous, on recense en France environ 400 000 enfants précoces, pour ne pas dire surdoués. De plus en plus d'écoles privées proposent des enseignements à la carte, un système qui séduit les parents mais qui agace ou inquiète l'éducation nationale. Reportage Olivier Caroff, Jean-Louis Boussert. Maintenant, je vais rester à l'école. D'accord, mais on va revenir. À 2 ans et demi, Victor va peut-être rejoindre cette école pour enfants précoces. On a la moitié du sport qui est fait par une psychomotricienne et la moitié par notre intervenant d'anglais. Un programme chargé, français, maths, informatique, anglais et même chinois, de quoi satisfaire des parents exigeants. Il n'a pas l'âge pour entrer en maternelle, il est trop petit. Et donc, dans sa crèche à l'heure actuelle, tout se passe très bien, hein. C'est une très bonne crèche, mais je crains que dans le courant de l'année, il continue à progresser, qu'il finisse peut-être par s'ennuyer en faisant partie des plus grands. Officiellement, pas question de faire de ces enfants des bêtes à concours. L'école entièrement privée compte déjà une vingtaine d'élèves. Ils avaient du mal à s'adapter à l'école classique. Je m'ennuyais beaucoup. Alors tu faisais quoi pendant les cours? Je faisais avec eux, mais je savais déjà toutes les réponses, puis j'apprenais rien du tout. Ce n'est pas une école où il faut être surdoué pour rentrer. Et on peut très bien recevoir des enfants avec des retards, des déficiences. C'est pareil, on s'adapte à chacun. C'est-à-dire qu'on arrive à enseigner de la même façon à un surdoué, à un enfant en retard? Oui, tout à fait, parce que ici, pour les classes de primaire, les enfants vont à leur rythme. Un rythme qui a un prix entre 2000 et 2600 francs par mois. Les spécialistes de l'enfance précoce, comme le ministère de l'Éducation nationale, tirent la sonnette d'alarme. Ça fait une différence entre les familles aisées et les autres qui ne peuvent pas avoir recours. Et d'autre part, il n'y a aucun contrôle des compétences par l'État. Ce qui est grave, c'est que ces établissements ou ces officines ou ces marchands de, comment dirais-je, de fantasmes jouent sur l'angoisse des parents. Des parents qui représentent désormais un véritable marché pour les éducateurs privés. On compte près de 400 000 enfants précoces en France. Jodie Foster, bonsoir. On dit de vous-même que vous avez vous-même personnellement un parcours de surdoué. Vous avez réalisé un film qui s'appelle Le Petit Homme, l'histoire d'un petit garçon d'une intelligence tout à fait exceptionnelle, élevé par une mère très simple. Ce petit garçon est confié à une institution et puis en fait cet enfant perd l'amour de sa mère et est complètement déséquilibré. Est-ce qu'il est bien de placer ces enfants dans ce genre d'institution ou est-ce qu'il vaut mieux les garder au sein de la famille? Je ne sais pas, c'est une grande question. Certainement, les surdoués ou les enfants prodiges, comme on dit, doivent être quand même, sont un cas spécial, qui doivent être un petit peu traités d'une façon un petit peu différente, parce que quand même ils se retrouvent solitaires dans leur vie.
C'était surtout ce thème-là qui m'intéressait, le thème du solitaire, le prodige qui est nécessairement solitaire parce qu'il va changer le monde. Alors c'est lui qui dit 2 plus 2 égale 5, et c'est-à-dire qu'il ne va pas être très populaire, bien sûr. Et la conclusion du petit homme, alors, ce petit garçon, il devenait quoi? Il arrive à se balancer, il arrive à balancer les deux côtés de sa vie, c'est-à-dire le côté intellectuel et le côté émotionnel. Et il arrive à se dire finalement, bon d'accord, je suis différent, mais peu importe, c'est pas si mal d'être différent. Jodie Foster, je vous remercie infiniment d'être sur notre plateau. Je voulais vous dire que j'apprécie beaucoup votre anglais, je comprends tout, je suis très content. Vous êtes une actrice avec qui il est très très facile d'établir le contact. C'est le nom de votre dernier film, réalisé par Robert Zemeckis. C'est l'histoire d'Ellie, une petite fille qui, depuis son plus jeune âge, scrute au télescope les espaces infinis, dont le silence effrayé est Blaise Pascal lui-même. Un grand spectacle de 2h30, servi, il faut le dire, par votre interprétation tout à fait magnifique. Merci. Avant de vous retrouver, je vous propose de voir le reportage sur ce film de Nicole Cornu-Langlois. D'accord. Ce bruit, c'est un message crypté émanant d'une intelligence extraterrestre. Quoi que ce soit, ce n'est pas local. Position ? Elle n'est qu'à 26 années-lumière. Depuis son enfance, cet astronome surdoué a manifesté une volonté exceptionnelle de communiquer avec un autre monde, d'approcher l'infini. Et avoir enfin une vue d'ensemble. Excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps. Professeur. Elle arrive à convaincre un excentrique milliardaire de l'aider. Oui, monsieur. Vous avez votre argent. Merci. Je ne pouvais pas imaginer une autre actrice que Jodie Foster pour apporter à la fois l'émotion et l'intelligence nécessaires à ce personnage. Elle est capable d'incarner à la fois la brillante scientifique et aussi un authentique être humain. Adapté d'un livre du savant Carl Sagan, ce film montre non seulement le comportement humain, la conquête scientifique, mais aussi le débat philosophique sur la création de l'univers. Elle ne croit qu'en ce qu'elle voit et lui ne croit qu'en Dieu. Et comment sais-tu que tu ne te fais pas d'illusions? Je veux dire, moi, j'ai besoin de preuves. De preuves? Tu aimais ton père? Quoi? Elle part dans un vaisseau spatial pour une autre galaxie. Et ce voyage est évoqué avec les effets spéciaux les plus sophistiqués, mais aussi avec des astuces artisanales. Certaines scènes nous mettent en contact de façon poétique avec un autre univers, et la personnalité de Jodie Foster rend crédible le fantastique. Voilà, Jodie Foster, une star au contact des étoiles. Alors c'est un film en quête de sens, c'est une expression que nous aimons beaucoup dans cette rédaction. Et Dieu dans tout ça, comme dirait Jacques Chancel, ce film traite d'une façon pas trop métaphysique de l'éternelle question, de l'existence de Dieu et des rapports et des interrogations des scientifiques. Oui, pour un film de science-fiction, ou je dirais plutôt de science factuelle, c'est un film surtout qui traite l'humanité, la relation de l'humanité avec l'univers. Et ça veut dire que ça demande beaucoup de questions sur la science et la religion et l'endroit où ils peuvent coexister. Et est-ce s'ils peuvent coexister finalement? Alors vous investissez beaucoup, je crois, dans la préparation de vos films, notamment de celui-là. Est-ce que pour vous, un film, c'est un investissement idéologique au bon sens du terme ou simplement une excitation cinématographique? Autrement dit, est-ce que par exemple vous pourriez faire un film sur la peine de mort, défendant la peine de mort, si vous êtes contre, si ce film est proposé par un très très bon réalisateur? Moi non, moi non, je connais plein de gens qui pensent différemment, mais pour moi faire un film, oui c'est un grand acte pour moi. Je le fais très peu, je fais en général une fois par an, et c'est parce que j'arrive à trouver, c'est difficile à trouver quelque chose qui me touche, dont j'y crois vraiment plus qu'une fois par an. Là vous avez discuté avec Carl Sagan, enfin, oui. Vous êtes vraiment investi dans la préparation de ce film. Oui, c'était un grand homme, vraiment un grand homme. Quand on est une très très grande actrice comme vous, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de voir de plus en plus l'arrivée du virtuel dans le cinéma? Par exemple, dans ce film, on voit Bill Clinton, et bon, qui n'a évidemment pas tourné des scènes. Est-ce que c'est pas un problème pour une actrice de voir que finalement vous allez être à l'avenir remplacé peut-être par des images? Enfin, il n'y a rien à faire. Hein. La technique, ça joue énormément dans le cinéma en ce moment. Et c'est quand même incroyable ce que ça a pu faire dans ces dernières années.
Alors il faut faire la paix parce qu'il ne faut pas faire la guerre, il n'y a rien à faire. Ce film-là, par exemple, c'est un film qui est très technique, qui a beaucoup d'effets spéciaux, qui a beaucoup de blue screen, des choses comme ça. Mais c'est notre job à nous, en tant qu'acteurs, d'amener la spontanéité, d'amener la passion, d'amener la vérité à un endroit où finalement il y a très peu de réalité. Parfois, vous semblez regretter que les États-Unis soient un peu le centre du monde. D'ailleurs, dans ce film, on a un petit peu ce sentiment, parce que de votre badge, il y a la bannière étoilée. Alors vous, qui parlez très très bien français, qui êtes très souvent en Europe, qui défendez le cinéma européen, est-ce que vous n'avez pas envie de tourner tout simplement par exemple chez nous? Vous avez déjà fait un film avec Chabrol, vous n'avez pas envie de recommencer? Non, non, absolument, j'aimerais bien faire un film en France. Mais pour le moment, moi, je fais des films américains et j'essaye quand même de remonter la qualité des films américains, parce que malheureusement, on en fait trop. Et c'est surtout ça le problème, c'est que le cinéma américain commence à suffoquer un petit peu le marché mondial. Alors la réponse, c'est qu'il faut essayer de faire des bons films. Et si on fait des bons films, c'est des films internationaux, c'est des films qui parlent à tout le monde. Eli Haraway dans le film, le personnage dont je joue, est quelqu'un d'international, c'est un scientifique qui pense qu'il ne devrait pas avoir les barrières entre les nationalités. Merci beaucoup, Jodie Foster. Donc, sortie de Contact mercredi. On va se dépêcher parce que je voudrais vous emmener à la cantine de France 2 et ça ferme à 21h. Deux informations pour terminer. Jean Alesi devrait signer ce lundi un contrat de 2 ans avec l'écurie suisse de Formule 1 Sauber, avec un revenu annuel annoncé de 35 millions de francs. L'an prochain, Jean Alesi fera équipe avec le Britannique Johnny Herbert. Et puis en rugby, carton rouge pour la 3e mi-temps du match de rugby donc, qui a opposé Gallois et Brivistes lors de la Coupe d'Europe. 2 joueurs gallois ont été mis en examen pour coups et blessures. Christophe Duchiron. Ça, c'est Christophe Lamaison avant. Et ça, c'est après la bataille, fracture du nez. Ça, c'est Philippe Carbonneau avant. Et ça, c'est après la bagarre, nez cassé, les maxillaires en compote. D'ordinaire, le rugbyman se blesse sur le terrain. La nuit dernière, c'était au bistrot. Et ce matin, les rescapés sortaient de l'hôpital. Carbonneau, Lamaison et leurs copains Venditti sont passés entre les poings cogneurs et les têtes chercheuses des joueurs gallois. 20 jours d'arrêt de travail pour l'un, 10 jours pour l'autre. Voilà pour le dégât des os. Ils disaient qu'ils voulaient nous tuer, tout ça. Puis nous, on leur a expliqué que c'était pas là qu'il fallait, c'est qu'il fallait bien régler les problèmes. Puis bon, après, ils ont commencé à envoyer des marrons, des coups de tête et tout. Et puis bon, mais là, après... Ils étaient 50 et on n'a rien pu faire, quoi. C'est vrai que bon, hier soir on a vécu un peu l'enfer. C'est vrai que là on arrive à un point où on ne sait plus quoi faire, comment réagir. Et c'est vrai que bon, on a limité les dégâts parce qu'on s'en sort avec seulement quelques fractures. Mais je crois que la sanction aurait pu être quand même plus sévère. Évidemment, la bataille nocturne, c'était comme qui dirait un règlement de compte. Car hier après-midi entre Brive et Pontypridd, dans l'ensemble, ça a été viril et parfois pas très correct, voire à des moments pas correct du tout. En fin de première période, passé les bornes, il n'y a plus de limite. Entre ceux qui donnent et ceux qui répliquent, ça fait beaucoup d'idiots sur le terrain. D'habitude, ça finit par s'arranger à la 3e mi-temps autour d'un verre de contact, sauf qu'hier soir, ça s'est dégradé à la 4e mi-temps. Et c'est là qu'on a quitté le sport pour le fait divers. 3 joueurs gallois mis en examen pour coups et blessures volontaires. Il y aura donc des poursuites judiciaires. Il y a même un match retour de prévu entre les 2 équipes, en espérant qu'il y aura plus de points au tableau d'affichage que de points de suture sur les visages. Dernier journal en compagnie de Philippe Lefebvre vers minuit 15. Demain, dans les 4 vérités à 7h50, Françoise Laborde recevra Shimon Peres, l'ancien Premier ministre israélien. Bonne fête au Roland. Je vous donne rendez-vous demain à 20h. Nous parlerons de la défense du cinéma européen en compagnie de Catherine Trottmann et Catherine Deneuve. Très très bonne soirée. Merci. Avant, quand il y avait